Merci. Alors, tout d'abord, je commence par une petite précaution rhétorique, parce que je reconnais, j'ai été un tantinet provocateur que de venir avec ce sujet-ci, et en particulier avec ce magazine-là. Je tiens tout de suite à vous préciser que je n'ai pas l'habitude d'acheter ce magazine, absolument pas, mais comme Houellebecq m'intéresse, que j'ai déjà travaillé sur Michel Houellebecq, je me suis trouvé un petit peu obligé d'acheter ce magazine et j'ai été particulièrement gêné pour la première fois de ma vie d'acheter quelque chose dans une librairie. Voilà. Le fait est que je vais donc principalement parler de cet entretien et je vais essayer d'en montrer toutes les résonances. Donc je vais commencer en deux temps. D'une part, je vais essayer de contextualiser sur le plan théorique là où nous en sommes sur du point de vue de la recherche sur les entretiens. Et dans un deuxième temps, je vais essayer quand même d'illustrer un petit peu ce que je vais vous raconter du point de vue de la contextualisation théorique par 2-3 exemples. Et comme Sophie vient de le rappeler, je suis spécialiste de Marguerite Duras, je suis un petit peu un maniaque de Marguerite Duras, donc je prendrai notamment des exemples puisés chez Marguerite Duras avant d'en passer par cet entretien, mais je ne le fais pas au hasard puisqu'il existe des points communs entre la façon dont Duras s'est servi de l'entretien et, me semble-t-il, la façon dont Houellebecq se sert de l'entretien et en particulier de cet entretien-ci avec l'aide de son vieil ami et complice Frédéric Beigbeder. Bien. Très brève introduction. L'entretien est un genre discursif non spécifiquement littéraire. Ça ne fait de doute pour personne. Toute personnalité, et même toute personne lambda, peut être interviewée. Dans un entretien, quel qu'il soit, l'auctorialité est partagée entre, d'une part, l'intervieweur, d'autre part, l'interviewé. Dans le cas où l'interviewé est un écrivain, ce que j'appellerai de manière générique l'entretien d'écrivain, cet entretien peut devenir, je dis peut, un lieu d'expérimentation dont quelques auteurs ont usé, parfois abusé, jusqu'à provoquer un certain agacement. Mais cela n'est pas sans origine, sans raison. L'espace médiatique et la scénographie de tout entretien, quand je parle de scénographie, je parle en fait simplement de la façon dont l'entretien se présente, qu'il s'agisse d'un entretien écrit, d'un entretien vidéo, d'un entretien audio. Ici, nous sommes face à un entretien écrit, mais qui est publié avec un carnet photographique, etc., etc. Tout ça participe de la scénographie. Donc, l'espace médiatique, comme la scénographie de l'entretien, deviennent en quelque sorte aujourd'hui des lieux d'extension de la fiction. Et le corps de l'écrivain, on le verra particulièrement bien avec l'exemple de Houellebecq, comme sa personne, sont mises en scène au point d'estomper, d'une certaine façon, mais je répète, c'est dans certains cas, la limite entre réalité et fiction. Là où l'un des principaux attendus de l'entretien, c'est une dimension informative, on s'attend à apprendre des choses sur la biographie de l'écrivain, sur la façon dont il a conçu son œuvre, dont il l'a composée, dans quelles circonstances, quel était son projet, son objectif, son message, etc., etc. Là où l'on attend cette dimension informative, Michel Houellebecq, accompagné de Frédéric Beigbeder, se sert de l'ensemble de la scénographie mise à sa disposition pour faire de sa propre personne et de ses entretiens une part de son œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre ne s'en tient plus au seul roman ou poème publié en volume, mais déborde en quelque sorte les seuls volumes écrits. Et donc, l'entretien devient, d'une certaine façon, une œuvre au même titre que les romans, les poèmes, etc. Bien. Alors, dans la tradition de l'imaginaire littéraire français, et j'insiste sur le fait que c'est l'imaginaire littéraire français, puisque je suis belge, comme vous l'avez entendu, et donc en francophonie non hexagonale, nous n'avons pas forcément le même imaginaire littéraire, nous ne partageons pas forcément le même imaginaire littéraire que l'imaginaire littéraire français. Cependant, dans la tradition de l'imaginaire littéraire français,
Les sphères de la grande littérature, celle de l'histoire littéraire, et la sphère des médias sont réputées hermétiques, l'une par rapport à l'autre, sinon à se soumettre de mauvaise grâce au jeu de l'interview qui semble si éloigné des nobles préoccupations des écrivains. C'est l'image que véhicule l'histoire littéraire de France depuis approximativement 3 siècles. Dans le monde médiatique d'aujourd'hui, où l'entretien est roi, les écrivains peuvent adopter des positions extrêmes. Alors, ce sont des positions polaires. Soit la réclusion volontaire, c'est l'écrivain qui ne donne pas d'interview ou qui s'arrête de donner des interviews à un moment ou à un autre. C'est le cas de Maurice Blanchot, qui n'a jamais donné une interview et qui d'ailleurs n'a jamais voulu qu'on le photographie ni quoi que ce soit de médiatique. C'est le cas de J.D. Salinger, par exemple, aussi. Soit, à l'autre pôle, l'omniprésence et le contrôle le plus étendu possible de l'image médiatique. C'est le cas d'une Marguerite Duras ou d'un Michel Houellebecq. Celui qui fait profession d'écrire est généralement considéré comme un maître du discours. Je pense que ça, tout le monde sera à peu près d'accord. Cependant, il n'est pas bon orateur ou bon jouteur verbal qui veut. Ainsi, un Patrick Modiano est réputé pour se prêter de bonne grâce au jeu de l'entretien, mais pourtant ce n'est pas du tout un brillant causeur. Au contraire, Modiano ne cesse de bafouiller, de chercher ses mots, il n'achève pratiquement aucune phrase. Les entretiens vidéo ou audio de Modiano sont inaudibles. C'est insupportable à écouter. Et du coup, ces entretiens sont en général très mauvais sur le plan informatif aussi, mais très intéressants sur le plan scénographique par contre. Or, dans la civilisation hypermédiatique d'aujourd'hui, il existe d'une certaine façon une espèce d'attente qui pèse sur les têtes de toutes les personnalités publiques et en particulier des écrivains. On attend la petite phrase, la sortie saillante, le bon mot, et cela le plus naturellement possible, alors que l'écrivain finalement est davantage un spécialiste du discours écrit que du discours oral. La place de l'écrit dans une société d'image et dans une société des flux médiatiques se révèle en définitive problématique, puisque l'écrit fait l'objet d'une préméditation qui ne s'inscrit a priori pas dans la dimension de l'instantané et de la performance, contrairement à ce qui se joue le plus souvent dans les entretiens. Corollairement, l'écrivain, en perte de légitimité au sein de la société hypermédiatique, est sommé de trouver de nouveaux dispositifs susceptibles de donner une place à son œuvre, et ce, même lorsque c'est un tenant de le discours littéraire n'existe que dans les volumes, etc., comme Pascal Quignard. Il donne dans son œuvre une place de plus en plus importante à sa personne, et l'entretien, évidemment, joue le rôle de vecteur en ce sens. Le paradoxe, donc, qui existe entre l'écrit qui s'oppose d'une certaine façon à la performance, et d'autre part, la nécessité d'investir une certaine forme de performance, est en soi intéressant, puisque l'écrivain devient à la fois le témoin interrogé à tout propos, comme si le monde n'avait aucun secret pour lui, et qu'il était détenteur d'un savoir dont sa littérature est le plus beau des reflets. Tout comme il se profile, l'écrivain, tel le spectre d'un autre âge, contraint de s'adapter aux exigences du monde hypermédiatique dans une forme de marche ou crève qui a déjà causé quelques dégâts demeurés célèbres. Il y a des écrivains qui se sont complètement décrédibilisés simplement à cause d'un entretien. L'écrivain, dans la société hypermédiatique, irritera donc toujours quelqu'un, toujours une part de son public. Son statut spectral provient de la nostalgie du rôle qu'il suscite. Il est censé éclairer les consciences, émouvoir, c'est l'idée même de la littérature en tant que doquerer, apprendre, et mowerer, émouvoir. Donc, l'écrivain est attendu aussi sur la scène politique en qualité d'intellectuel, principalement depuis les Lumières, donc depuis le XVIIIe siècle. Intellectuel qui porte un regard non techniciste sur son temps, un regard généraliste qui puisse tenir compte
de ce qui fait l'essence de l'humanité, cette humanité dont il a fait profession de comprendre, qu'il a fait profession de comprendre et de décrire d'une façon ou d'une autre. Dès lors, autant que l'on se moque, que l'on se gauze des écrivains qui ne sont pas capables d'aligner 3 mots en entretien, lorsque l'écrivain embrasse pleinement un destin d'animal médiatique, comme ce fut le cas pour Marguerite Duras ou comme c'est le cas pour Houellebecq, il devient immédiatement sujet à suspicion et le personnage qu'il crée, les postures qu'il affiche, sont analysées à la loupe pour être ridiculisées. Les déclarations intempestives ou choquantes sont en particulier pointées pour décrédibiliser les écrivains qui ont librement consenti, aux yeux de certains tenants d'une pureté qui n'est qu'illusion, de l'objet littéraire, parce qu'il n'y a pas de pureté de l'objet littéraire, donc consenti à se donner en spectacle. Toutefois, l'écrivain comme animal médiatique, qui aime la performance, à l'instar de Houellebecq, finit toujours par se réapproprier jusque aux performances négatives. Dans l'exercice de l'entretien, l'auctorialité, je l'ai dit tout à l'heure, est partagée entre les interlocuteurs. Elle résulte donc d'une négociation qui se déroule soit hors du cadre de l'entretien même, hors du cadre du dialogue, le plus souvent en amont du dialogue, ou bien au sein même de ce dialogue. La négociation entre dans une relation d'interdépendance avec les conditions matérielles de l'entretien, principalement les supports, que ce support soit audio, vidéo, écrit, qu'il s'agisse du direct ou bien d'une diffusion en différé, que l'entretien soit réécrit, etc., etc. On n'a pas d'ailleurs toujours toutes les informations nécessaires. Autre condition matérielle, les relations entre intervieweurs et interviewés, que les interlocuteurs en présence se connaissent ou non peut tout changer dans la conduite du dialogue, mais aussi l'objet du dialogue, le récit cadre tel qu'il déploie les conditions de la tenue de l'entretien, etc., etc. Pour reprendre les exemples de la séance que vous avez eue sur les entretiens de Gabrielle Roy, il est évident que son intervention dans le Journal des agriculteurs où elle a travaillé en 1947, où elle est interviewée par un journaliste qui ne la connaît pas encore vraiment, et un entretien télévisuel accordé à son amie Judith Jasmin n'entraîne certainement pas le même type de négociation, pas plus qu'une scénographie comparable. De la même manière, les attendus et les topoi de l'entretien en tant que genre, parce qu'il y a des topoi, je prends juste un exemple qui est quand même assez fréquent, c'est l'écrivain qui en début d'entretien se plaint du fait qu'il n'aime pas faire des entretiens. Ça c'est vraiment c'est la tarte à la crème de l'entretien. Bon. Donc, les attendus et les topoi, en particulier dans les spécificités que l'entretien suppose lorsque l'interviewé est un écrivain, peuvent différer très 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 largement, presque du tout au tout, en fonction des conditions du contexte. C'est pourquoi, lorsqu'on aborde un entretien d'écrivain dans une perspective littéraire, il convient impérativement de se soucier de l'ensemble des conditions dans lesquelles le contexte est exposé au lecteur, à l'auditeur ou au spectateur du dialogue. Il faut donc en étudier la dimension scénographique, au sens où tout entretien est toujours une mise en scène qui s'apparente à une forme de fiction. En ce sens, le spécialiste de la fiction, ou censément tel qu'est l'écrivain, imprime toujours une forme de singularité aux entretiens qu'il accorde. Il s'agit d'ailleurs, selon le philosophe et historien de l'art Louis Marin, de la nature même de tout entretien. Alors, Louis Marin, dans un petit livre qui, en fait, reprend l'ensemble des entretiens que lui-même a accordés en tant qu'essayiste, a entamé ce petit livre par un petit essai sur ce qu'est le genre de l'entretien. Et lui aborde ça du point de vue, justement, de son métier d'historien de l'art, puisqu'il associe la pratique de l'entretien en tant qu'interview, donc à partir du troisième tiers du 19e siècle, en France du moins, c'est un peu plus tôt sur le continent américain, il associe évidemment cette pratique en Occident aux entretiens d'art qui avaient cours au XVIIe et XVIIIe siècle et qui là étaient des dialogues complètement reconstruits durant lesquels
en fait, on organisait une forme de débat sur les modalités esthétiques. Cette pratique des entretiens d'art elle-même découle d'une certaine façon des dialogues philosophiques qui là remontent à l'Antiquité grecque. Donc en fait, l'entretien comme forme s'inscrit non seulement dans une tradition journalistique, mais aussi dans une tradition esthétique et philosophique très ancienne. Bien. Je cite Marin à propos justement de la nature, même la nature fictionnelle de tout entretien. En vérité, tout entretien écrit est la fiction d'un entretien oral, même lorsque celui-ci a eu réellement lieu, qu'il a été enregistré entre voix et oreilles, duel, et qu'il est transcrit de l'écoute à la lecture. Fiction au sens originel du terme, un façonnement, un modelage, un objet de langage comme un poème, mais selon d'autres règles, clos sur lui-même, enfermant son temps d'écriture-lecture dans les signes dont il est fait, et par là, indéfiniment réitéré ou réitérable, objet de langage toujours disponible à la Renaissance entre voix et oreilles du discours jadis à deux tenu. Donc, tout entretien est une construction. Mais là, ce n'est pas évidemment le seul fait de l'écrivain. Sauf que lorsque l'écrivain s'en mêle, il est assez logique que la fiction s'en mêle également. Bien. La transcription de l'entretien, que celui-ci ait effectivement eu lieu ou non, donne ainsi cours à un double déplacement sur le plan spatial et temporel. L'ici et maintenant du dialogue s'étoile en l'événement de la parole en tant que manifestation spontanée, ou du moins censément spontanée, puisqu'il existe des entretiens très célèbres où tout était écrit à l'avance. Manifestation spontanée de quoi? Du génie littéraire de l'écrivain, principalement, et, d'autre part, ici et maintenant du dialogue s'étoile en un récit d'événements anciens qui ne prennent sens qu'en fonction du présent de la parole et éventuellement de projets futurs. Sont ainsi coprésents dans l'entretien, et c'est ce qui fait la temporalité si particulière de ce genre, et principalement dans les entretiens qui font une espèce de bilan de la carrière de l'écrivain, un je qui s'exprime au présent, un je qui s'exprime au passé et un je qui s'exprime vers l'avenir. C'est pourquoi donc le mode de référentialité de l'entretien, propre à l'entretien d'écrivain, pose en soi questions et problèmes, puisque les références sont à la fois puisées dans la réalité, mais aussi dans la fiction. Et il est très fréquent, évidemment, que des entretiens fassent référence à des personnages de romans, en leur donnant une espèce de surcroît d'existence et en révélant des éléments qui n'existent pas dans le roman original. Le spécialiste du style et de la fiction qu'est l'écrivain, de même que son intervieweur, se trouve le plus souvent poussé par la nécessité à travailler sur cette référentialité immédiate propre à l'entretien, de même que sur l'oralité de l'entretien, en vue d'estomper une certaine différence entre l'écriture et le langage parlé, mais aussi en vue de créer une coïncidence, la plus parfaite possible, entre le récit et l'horizon d'attente des lecteurs qui veulent voir correspondre l'univers intime de l'auteur à son univers fictionnel. L'intervieweur, aussi bien que l'interviewé, multiplie les analogies entre la réalité et la fiction afin de répondre à cet horizon d'attente spécifique qui entraîne une série d'attendus et d'effets propres à l'entretien d'écrivain. Et l'entretien ici de Houellebecq avec Beigbeder pullule de ce genre de parallèle entre la réalité et la fiction, et je vais essayer d'ailleurs vous montrer qu'il y en a encore bien davantage que ce qui n'apparaît à l'œil nu, on va dire, de manière explicite. Alors, avec quelques collègues belges, j'ai pu montrer que l'entretien d'écrivain reposait sur un pacte d'authenticité, donc comme si un pacte, un peu comme le pacte autobiographique, si vous voulez,
C'est-à-dire qu'on noue une espèce de pacte avec le lecteur que ce qui va se dire dans l'entretien sera authentique. Ce pacte est doublé et même se construit sur un effet de spontanéité, c'est-à-dire qu'on fait comme si c'était spontané, alors que quand l'entretien est réécrit, il n'y a plus de nécessité de spontanéité, sauf qu'il faut garder une dimension orale ou une dimension bredouillante, histoire de donner cet effet de proximité au lecteur. Et doublé également d'un effet d'intimité, puisque en général, voilà, le dialogue se construit simplement entre l'intervieweur et l'interviewé. Le pacte d'authenticité ne se fonde donc pas tant sur la véracité de ce qui est dit que sur la possibilité de reconnaissance par le lecteur d'une œuvre littéraire, d'un univers ou d'un style qui surgirait naturellement de tout propos ou de toute pensée de l'écrivain. Autrement dit, c'est la coïncidence, ou à tout le moins la cohérence entre l'œuvre écrite et les propos tenus dans le cadre de l'entretien, dans leur fond ou dans leur forme, qui importe. Ainsi, l'écrivain qui participe volontairement au monde médiatique utilise parfois l'entretien comme un terrain de jeu qui puisse aller jusqu'à devenir une extension de l'œuvre littéraire. C'est vraiment dans cette droite ligne-là que cela s'inscrit. Ainsi, la forme de l'entretien a très tôt été utilisée à des fins fictionnelles, qu'il s'agisse à des fins de mystification ou à des fins plus didactiques ou tout simplement ludiques, sans qu'un dessin chasse forcément l'autre. Je pense notamment à cet entretien dialogué, écrit de bout en bout par Joris Carl Huysmans, alors que la pratique de l'entretien n'a même pas une vingtaine d'années. Et il invente complètement un dialogue d'entretien, ce qui est une des premières utilisations fictionnelles de l'entretien, qui sera suivi par de nombreuses autres, dont les plus célèbres sont sans doute les interviews imaginaires d'André Gide, où Gide, en fait, parle de sa poétique et de son rapport à la littérature, dans un livre quand même assez épais, écrit pendant la guerre, en 1942, si je ne me trompe. Mais aussi Le Retour du boomerang de Michel Butor, écrit dans les années 80, où il fait intervenir une critique littéraire qui existe réellement et qui ne fait que signer finalement une note de bas de page disant qu'elle n'a absolument pas écrit les questions, mais elle veut bien y souscrire, quoi. Voilà. Ou encore les utilisations tout à fait fictionnelles des scènes d'entretien, comme c'est le cas des entretiens avec le professeur Y de Louis-Ferdinand Céline, ou comme Le Jardin des plantes de Claude Simon, qui revient d'ailleurs sur des entretiens qui ont porté préjudice au prix Nobel de littérature 85. Bref, beaucoup d'autres cas de figure sont envisageables. Je vais en prendre un, par obsession personnelle, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, celui de Marguerite Duras. En fait, je pense, c'est peut-être mon opinion personnelle et complètement partiale, que Duras a été le premier auteur français à vraiment saisir l'importance du genre de l'entretien. D'ailleurs, elle a joué sur tous les tableaux, puisqu'elle a été interviewée, mais aussi intervieweuse. Au point où elle fut une des premières à inscrire ces entretiens, enfin certains d'entre eux, dans l'ensemble de ses œuvres complètes. C'est-à-dire que la bibliographie de Duras contenait les grands entretiens, enfin certains grands entretiens. Et là, en cette année du centenaire, puisqu'elle aurait eu 100 ans cette année, la Pléiade qui vient de sortir reprend d'ailleurs les livres d'entretien comme des œuvres à part entière, même si ces œuvres sont co-signées avec l'intervieweuse le plus souvent, puisque c'est le plus souvent une femme qui l'interroge, qui donc co-signe le texte. Donc, dans l'histoire littéraire de France, les livres d'entretien commencent à vraiment avoir une certaine vogue à partir des années 50, et les recueils d'entretien épars, donc en fait, quand on commence à ramasser les entretiens, comme c'est le cas du livre, à partir des entretiens de Gabriel Roy, ça c'est plutôt à partir des années 60 que ça commence à se faire. Il me semble que le premier, mais je n'ai toujours pas de certitude à ce propos, c'est William Faulkner. Et en général, ce sont des éditions scientifiques commentées. Duras, elle, a été une des premières à faire paraître des livres d'entretien sous sa signature et celle de l'intervieweur, ou plutôt de l'intervieweuse, mais l'intégrant
immédiatement à la liste des œuvres complètes. C'est le cas des Parleuses en 1974, mais aussi, 3 ans plus tard, du livre Les lieux de Marguerite Duras, ce qui est quand même un machin assez intéressant, puisque Marguerite Duras écrit Les lieux de Marguerite Duras, et qui provient d'ailleurs, ce livre-là, d'une émission de télévision, où on la voit simplement discuter, s'entretenir avec donc l'intervieweuse, qui est aussi la réalisatrice de l'entretien, qui s'appelle Michel Porte. Et Duras, donc, s'entretient avec Michel Porte, et les entretiens sont simplement transcrits, et les photos qui passent durant le film documentaire sont reprises dans le livre. Donc, c'est juste une transcription d'une émission. Et pourtant, Duras en fait une œuvre. Par la suite, Duras va multiplier, surtout à partir de 1980, le même genre d'entreprise, où elle va provoquer elle-même des entretiens, en vue d'en faire ce qu'elle a appelé, et en fait l'un des inachevés vient de paraître ici à l'occasion du centenaire, ce qu'elle a appelé des livres dits. En fait, elle avait le projet d'ailleurs de faire, à partir d'un film réalisé par son fils sur le tournage d'un de ses films, le film c'est Agatha. Son fils avait vraiment fait tout un film documentaire dont il restait plein de rushs. Et Duras avait commencé à utiliser les rushs, à les retranscrire, pour pouvoir faire un livre, qui aurait dû s'appeler Le livre dit. Mais celui-là demeure inachevé. Par contre, en 1986, elle publie La vie matérielle, et en 1993, Écrire, qui tous les deux proviennent d'entretiens, le premier audio, le second vidéo, dont les questions ont tout bonnement été effacées. Les textes ont été réécrits pour laisser la place à une œuvre hybride, presque des essais, où les signes d'interlocution, cependant, demeurent présents. Il y en a une bonne part qui sont gommés, mais pas tous. Alors, du coup, on est face à quelque chose qui n'a plus vraiment comment dire, on est dans un entre-deux permanent. Cependant, elle exprime encore sa dette aux intervieweurs, en leur accordant toujours une mention dans une introduction, un avant-propos, ou, comme c'est le cas dans La vie matérielle, par un sous-titre qui est « Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour ». Mais comme si elle était la seule à parler, ce qui finalement est le cas dans le livre. Voilà, bien. J'en viens enfin à Houellebecq, qui ne va sans doute pas aussi loin que ce que je viens d'expliquer à propos de Duras, et pourtant, il y a quand même quelque chose qui m'a chipoté dès l'instant où j'ai lu cet entretien, et qui m'a poussé à me replonger dans certains textes de Houellebecq, parce que cet entretien, en fait, me paraît beaucoup plus construit que ce qu'il n'apparaît, parce qu'il apparaît comme un vrai entretien de presse ici. Mais finalement, il me semble que ça va un peu plus loin. Donc, en mai de cette année, l'entretien de Houellebecq avec Beigbeder, paru dans le 7e numéro de la nouvelle formule du magazine Lully, qui est dirigé par le même Frédéric Beigbeder, ne va sans doute pas donc aussi loin que les entreprises durassiennes, en apparence. Car le procédé de mise en scène fait inéluctablement tendre cet entretien vers la fiction. Il est vrai que toutes les conditions sont réunies pour que cet entretien ressortisse au champ de la littérature. L'intervieweur n'est pas un journaliste, même s'il est patron de presse, mais il se présente d'emblée comme un écrivain et un critique littéraire. De surcroît, ami de longue date de celui qui l'interviewe. La proximité des deux hommes, ils se connaissent depuis 20 ans, ils sont amis depuis 20 ans, et ils ont tous les deux commencé à publier à peu près à la même époque, alors qu'ils ont une différence d'âge d'une dizaine d'années. Donc la proximité des deux hommes se lie à chaque instant et est rappelée à chaque moment de l'entretien. La mise en scène du dîner, qui conditionne d'ailleurs la scénographie de l'entretien, puisque dès le chapeau qui se trouve sous le titre, le prix Goncourt est venu dîner à la maison, au menu, sa nouvelle carrière, etc., etc. Donc en fait, cet entretien est en quelque sorte le menu qui aura été mangé par les deux interlocuteurs. Donc la mise en scène du dîner, qui est censée être propice à la tenue du dialogue, installe surtout un effet d'intimité qui se révèle particulièrement significatif. À cet égard, les attendus
du topos de la visite au grand écrivain. Et Houellebecq est placé en figure de grand écrivain dès le début de l'entretien. Tous ces attendus de la visite au grand écrivain sont presque systématiquement inversés ou subissent un brouillage particulièrement symptomatique. Ainsi, le grand écrivain, je prends deux phrases de Beigbeder qui s'inclinent devant le grand écrivain, hein. Nos destins liés nous empêchent de nous sentir concurrents, ou bien j'ai accepté sa victoire depuis longtemps. Ce sont des hommages assez appuyés. Donc le grand écrivain s'adresse non au directeur du magazine, lui, ni même au romancier, mais aux critiques littéraires en charge de l'interviewer. C'est l'une des premières phrases de Houellebecq qui renverse en quelque sorte la situation de l'entretien. Je voudrais commencer par parler de toi, Frédéric. Tu as écrit quelques livres, certains bons, d'autres non. Mais tu es sans problème le meilleur critique littéraire depuis déjà pas mal de temps. C'est pour cela que je te crains. Et donc l'écrivain vient lui-même à son tour s'incliner devant son intervieweur. Bon, la hiérarchie est donc posée d'emblée, même si c'est une hiérarchie dans les deux sens, quand bien même les deux auteurs affichent complicité et amitié, mais amis ou pas, on fait quand même l'interview comme des professionnels. En gros, c'est un petit peu ça qui est dit. Le statut de l'écrivain est donc largement appuyé par le système de référents, littéraires, politiques, etc., auxquels s'ajoutent tous les honneurs que Beigbeder n'est pas avare de mettre en scène. Par exemple, il y a ce tout petit passage qui est très intéressant sur la rue Michel Houellebecq qui va être inaugurée à Murcie, en Espagne. Mais aussi toutes les références aux chanteurs qui chantent Houellebecq, etc., etc. Au même titre que, donc, les honneurs qui circulent dans tout Paris, spécialement pour ce brave Michel. Et là, je trouve qu'il y a une mise en scène très intéressante aussi, puisque le couscous de chez Bébert, que l'on va chercher dans le 17e arrondissement, parce que j'ai été vérifié, ou les fromages, je cite, choisis spécialement par Nicole Barthélémy, dans sa boutique du 7e arrondissement. Il faut savoir que Nicole Barthélémy fournit également le Palais de l'Élysée. Or, elle connaît vraisemblablement les goûts de Michel Houellebecq, ce qui vraiment le place dans une espèce de position triomphante, alors certes, avec des référents qui sont accessibles principalement à un lectorat pratiquant Paris ou appartenant à l'intelligentsia parisienne. Mais enfin bon, le parisianisme est quand même un monde en soi qui pense que tous les référents parisiens sont connus de tous. Beigbeder court donc le tout Paris, dans tous les sens de ce terme tout Paris, pour satisfaire au goût de son ami célèbre, parce que quand même du 17e au 7e, ça fait une sacrée trotte, je ne sais pas où lui habite, mais voilà, qui fournit, au goût de son ami, qui est vanté comme l'un des plus grands romanciers vivants. Toutefois, le grand romancier est aussi montré comme perclus de bizarrerie, pour correspondre sans doute à l'image publique qu'il renvoie depuis une vingtaine d'années. Si dégradée celle-ci soit-elle, il faut bien sacrifier à sa propre légende, n'est-ce pas? Et j'y reviendrai, mais ça se passe de commentaires. Mais j'y reviendrai quand même et je commenterai quand même. Donc, au point où Beigbeder fait de cette mise en scène de l'image publique de Beigbeder l'un des principaux ressorts de l'entretien, bien au-delà encore de juste souscrire à un pacte d'authenticité qui est propre au genre. L'entretien, donc, n'est ni fictionnel, ni factice. Et pourtant, ils mettent en question les pactes et effets propres au genre de l'entretien jusqu'à frôler la fiction. L'ensemble de l'entretien se livre en effet comme, et c'est ce que je vais essayer de démontrer durant toute la suite de la séance, comme une feintise ludique partagée. Ce sont les termes de Jean-Marie Schaeffer qui définissent la fiction. En fait, simplement, c'est le jeu des enfants. On décide que on sera ceci ou on sera cela, et puis on joue ensemble. Les cow-boys, les Indiens, ou les policiers, les méchants, peu importe. Voilà, c'est ça la fiction. C'est on accepte de consentir pendant un certain moment à croire à autre chose, à une autre réalité.
ce qui crée une espèce de pacte de fictionnalité, si on veut. Donc, le lecteur se trouve invité à suspendre son incrédulité devant les frasques de l'écrivain Houellebecq, parce que cet entretien vaut quand même son pesant de cacahuètes sur le plan de ce qui est dit, sur le plan informatif, aussi bien que devant la tenue tout à fait singulière du dialogue. Si le cadre spatial paraît on ne peut plus authentique, on ne le voit pas beaucoup, mais enfin on voit quand même un arrière d'appartement, hein, donc on est quand même dans un lieu, d'ailleurs il y a une bibliothèque en arrière-fond, donc on est vraiment dans un lieu d'écrivain ou de critique littéraire. Si le cadre spatial donc paraît on ne peut plus authentique, il s'étend vers un univers renvoyant en même temps vers la fiction et vers la réalité. Ainsi, quand Beigbeder évoque l'appartement de Houellebecq, ce qui me paraît être d'ailleurs très très dangereux, c'est en faisant référence au film de Ridley Scott, Blade Runner. Bon, pourquoi ? En fait, simplement parce que là, il désigne une poignée d'immeubles dans le 13e arrondissement de Paris, qui se trouve, en fait, cette poignée d'immeubles, dans le quartier chinois. C'est le seul endroit où il y a de très hauts immeubles qui permettent de donner, en effet, sur des caractères chinois, etc. Donc, le jour où vous irez à Paris, vous pouvez faire le jeu, il ne faut pas trop traîner parce que Houellebecq déménage souvent, vous pouvez faire le jeu d'aller voir sur toutes les sonnettes de ces quelques immeubles, il y en a pas, il y en a une dizaine, hein, donc ça ira vite, et vous cherchez simplement son vrai nom, à savoir Michel Thomas. Voilà. Je trouve que c'est presque obscène, en fait, de présenter l'écrivain jusqu'à ce point-là. Enfin, c'est dangereux. La temporalité de l'entretien, maintenant, me paraît aussi surdéterminée par l'instantané, jouant d'effets de spontanéité qui, par endroits, fonctionnent presque comme des coups de théâtre, très artificiels. Lorsqu'il s'agit de poser la question d'Albert Camus, c'est un machin très bizarre, ça. J'y reviendrai. Je cite « Ah, attention, c'est maintenant l'heure de notre nouvelle rubrique. » Déjà, l'entretien en lui-même est une rubrique. Qu'est-ce que c'est qu'une rubrique au sein d'un dialogue? Et surtout, d'où est-ce que ça sort? Pourquoi est-ce que tout à coup il y a cette rubrique? Ça n'a absolument aucun sens. Et puis surtout, c'est maintenant l'heure de notre nouvelle rubrique. Selon qui? À part selon Beigbeder lui-même, directeur du magazine Lui. Ou bien, lors de l'arrivée du photographe, c'est à ce moment précis que, sans blague, c'est au moment où il termine l'entretien sur une note d'ailleurs assez intéressante que justement le photographe arrive. Ça tombe tellement bien. Bon, dans cette optique, l'attendu d'authenticité ne tient qu'à la façon dont Houellebecq finit par correspondre à l'idée qu'en a l'opinion publique, même si des nuances nécessaires sont apportées pour que le comportement plutôt asocial de l'écrivain puisse, bon an, mal an, faire sens, et faire sens dans une dimension plutôt valorisante. De même, l'authenticité repose sur la franchise des propos tenus, même lorsque ceux-ci s'avèrent sembler n'être que les divagations d'un esprit tordu qui propose des solutions irrationnelles au mal-être de la France. J'y reviendrai, je provoque un peu sciemment en disant que l'esprit est tordu et que les solutions sont irrationnelles. La mise en scène, donc, de cet entretien va précisément dans ce sens. Houellebecq devient son propre personnage. D'ailleurs, s'il parle de lui-même à la troisième personne, Houellebecq à un moment dit Houellebecq, Beigbeder l'évoque de son côté alternativement par son prénom ou par son nom de famille, comme pour distinguer l'ami venu dîner du phénomène littéraire ou du phénomène de foire. La dimension publicitaire de l'entretien, qui a lieu le plus souvent à l'occasion d'une nouvelle publication, en général, on utilise l'entretien pour faire la promotion de quelque chose, est ici parallèlement et paradoxalement maximale et minimale à la fois. D'une part, Beigbeder donne à son ami Houellebecq une audience dont il n'aurait pas sans doute bénéficié dans d'autres circonstances. Tout d'abord, le magazine Lui, et Houellebecq le dit lui-même, n'a pas spécifiquement vocation à recueillir les commentaires d'un écrivain, ni sur son œuvre, ni sur ses opinions politiques. Même si le nouveau directeur de ce magazine, Beigbeder, tente à valoriser le travail de ceux qu'il considère comme ses pairs, a fortiori ses amis. Il y a plein d'interventions d'écrivains, en fait, désormais dans le magazine Lui.
Par ailleurs, comme Houellebecq le rappelle lui-même, donc en adoptant un ton qualifié de gaullien, je cite, « Il est assez inhabituel de lancer une campagne politique dans lui, mais je ne dispose pas de beaucoup de relais d'opinion sérieux, et puis il faut changer les habitudes anciennes. » Alors, Houellebecq qui se lance en campagne, c'est quand même un peu particulier pour un écrivain, mais enfin, bon, passons, mais surtout, des relais d'opinion sérieux. Voilà. Je ne fais que montrer la couverture, je la trouve suffisamment explicite. Bien. Ensuite, la mention de l'entretien de Houellebecq sur la page de couverture, donc cette même page de couverture que je viens de montrer, lui donne une dimension politique d'autant plus alléchante qu'elle est servie par la photographie de Rihanna au sein nu. Mon projet pour la France sous les seins de Rihanna. C'est quand même intéressant en soi. Bon. Ostensiblement, Beigbeder a calculé son coût en programmant dans le même numéro l'entretien du Goncourt 2010 et les photographies de la chanteuse barbadéenne à quelques pages d'intervalle. En fait, entre l'entretien et les photos de Rihanna, donc tout le monde va aller vers les photos de Rihanna d'abord, enfin tout le monde, la plupart des gens. Eh bien, en fait, ces quelques pages d'intervalle qu'il y a entre les deux consistent simplement en une série de photographies publicitaires que je n'ai pas pris la peine de vous envoyer parce que ça aurait été très lourd et pas très intéressant, mais dont les rubriques, parce que ce sont des rubriques publicitaires, sont très justement intitulées « La défonce du consommateur » et « Vestiaire ». Cela me semble assurer une transition entre la gueule défoncée de Houellebecq, réputé pour être un excellent analyste de la société de consommation, et d'autre part, les photos dénudées de Rihanna. Le titre donné à l'entretien, « Mon projet pour la France », à l'allure extrêmement ambitieuse, qui semble renouer avec la figure de l'écrivain guidant le peuple, de l'écrivain intellectuel comme figure politique majeure, à l'instar d'un Lamartine, d'un Victor Hugo ou d'un Jean-Paul Sartre, inscrit cependant Houellebecq du côté des écrivains maudits. Fût-ce seulement parce qu'il se trouve en but à exposer un projet politique dans le magazine Lui. Enfin, le chapeau de l'entretien pose immédiatement l'écrivain en sa qualité de prix Goncourt à l'actualité multiple. Je cite sa nouvelle carrière d'acteur de cinéma, son prochain roman, le disque Aubert chante Houellebecq, son anthologie de poésie chez Gallimard, intitulée Non réconcilié, et la guerre civile en France. Quelle actualité et comment faire trembler dans les chaumières. Pourtant, cette actualité multiple n'est pas l'objet principal de l'entretien. Et donc là, la dimension publicitaire est complètement évacuée par un autre biais. Du roman, il ne sera pratiquement pas question, puisque l'exclusivité de Flammarion interdit même d'en donner juste à l'avance le titre. Ne parlons pas de son sujet, on ne saura qu'une seule chose de ce roman, c'est qu'il n'a pas été écrit en France et qu'il a été écrit dans des pays non francophones. De la même manière, l'album de Jean-Louis Aubert, pour lequel Houellebecq avouera n'avoir, je cite, strictement rien foutu, on n'en sait rien en fait. Rien n'est dit de cet album. La carrière d'acteur sera brièvement évoquée, mais à travers un seul des deux films présentant Michel Houellebecq à l'affiche, celui de Guillaume Niclou, où l'écrivain joue son propre rôle. Le titre est L'enlèvement de Michel Houellebecq. Alors qu'il n'est pas question du film, celui-là qui va bientôt sortir, de Gustave Kervern et de Benoît Delépine, intitulé Near Death Experience, dans lequel l'écrivain joue un rôle qui n'est pas un écrivain, mais enfin d'un gars un peu abîmé par la vie, quoi. Donc c'est un rôle de composition qui n'est pas tout à fait un rôle de composition. Même l'anthologie de poésie chez Gallimard ne donne pas vraiment lieu à un commentaire élaboré, puisqu'il s'agit, selon les termes de Houellebecq, d'un best-of, agençant à nouveau frais les poèmes publiés antérieurement. Seule la préface est nouvelle, mais là encore, Houellebecq n'y est pour rien. Bref, l'écrivain n'est pas responsable de sa propre actualité. D'autres semblent en détenir l'autorité à sa place. L'on peut même souligner le fait qu'aucun des événements dont il est question, les événements qui sont convoqués pour motiver la réalisation d'entretiens, n'appartient vraiment à une actualité immédiate. L'anthologie apparue
2 mois avant l'entretien, ce qui est quand même beaucoup en termes éditoriaux. Le film de Kervern et de Lépine ne sort qu'en septembre. Celui de Niclou n'a toujours pas de date de sortie, enfin à ma connaissance, si vous la connaissez, ça m'intéresse. Et le roman doit attendre jusque janvier 2015 avant de paraître. Donc en termes d'actualité, on a déjà fait mieux. Faut-il en ce cas se référer au titre donné à l'entretien, Mon projet sur la France, et à cette fameuse guerre civile annoncée dès le chapeau? En tout état de cause, c'est ce qui semble le plus logique, même si, très ostensiblement, l'écrivain se perd davantage en conjectures qu'il ne présente un projet politique digne de ce nom. Ce dernier est annoncé sous la forme d'un projet de nouvelle constitution démocratique, dont l'idée a été soumise à l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. Houellebecq annonce dès lors très prophétiquement, mais là encore, de quelle autorité, une guerre civile censée résulter de l'état lamentable de la France, mais tant les causes supposées demeurent obscures et se confondent avec la solution. Alors, je vais me permettre de lire d'ailleurs les solutions qu'il propose, et de les commenter brièvement, parce que je trouve qu'elles valent vraiment la peine. Eh bien, tout d'abord, je souhaite généraliser la démocratie directe en supprimant le Parlement. Admettons, la démocratie directe est une idée très en vogue, pourquoi pas? À mon avis, le président de la République doit être élu à vie, mais instantanément révocable sur simple référendum d'initiative populaire. Oui, mais ça risque de causer beaucoup de blocages sur le plan strictement politique. Après, ce n'est que mon opinion complètement iconoclaste. Troisième mesure importante, la fonction de juge deviendra élective. Bien sûr, parmi les diplômés en droit, on ne pourra pas élire quelqu'un comme toi, par exemple. Ce à quoi Becbédé répond, je te signale que j'ai eu une licence de droit à Assas. Ce dont tout le monde se fiche. Houellebecq le premier. Houellebecq, sourd à mes protestations. Quatrième mesure, le budget de l'État sera décidé par les citoyens qui devront chaque année remplir une feuille avec des cases à cocher. Comme si les feuilles d'impôt, c'était déjà pas suffisant. Mais bon, le peuple décidera ainsi quelles dépenses il jugera prioritaires. On fera une moyenne avant d'allouer les budgets à chaque ministère. La seule chose que ça me paraît vraiment intéressant de faire, c'est de créer des emplois pour tous ces gens qui vont faire les moyennes. Mais ce n'est que mon opinion. Bref. En gros, si ces 4 conditions ne sont pas remplies, ce que Houellebecq a l'air de dire, c'est que nous sommes au bord, en France en tout cas, d'une guerre civile. Bon. Sauf que, il me semble que ces 4 points ne sont à peu près respectés nulle part dans le monde. D'ailleurs, je n'ai pas de pays en tête dans lequel ces 4 mesures sont d'application. Dès lors, en fait, cette guerre civile se généraliserait rapidement au monde. Mais les prophètes n'annoncent-ils pas des apocalypses par le biais de paraboles? Peut-être avons-nous là affaire à une forme de parabole. Il y a dès lors à supposer que le projet politique fonctionne comme un prétexte à asseoir une posture et un ethos spécifique. Et en effet, la majeure partie de l'entretien se trouve non pas consacrée à ce projet politique, mais à des opinions et à des réflexions de Houellebecq sur le monde, en général, au gouffre qui sépare ce que les gens peuvent penser de lui, Houellebecq le nihiliste qui allume des cigarettes sur tous les quais de gare, de ce qu'il essaye d'être réellement, à savoir un conservateur en lutte contre le politiquement correct, autrement dit, et ça ce sont les termes de Becbédé, un romantique moraliste presque chrétien que tout le monde prend pour un nihiliste décadent et athée. Quel programme. Becbédé en ce sens fait tout le temps la pointe, quitte à donner à l'entretien des allures de patchwork plutôt désorganisées, où les questions qui visent à clarifier la position de Houellebecq ne présentent pas toujours une continuité avec ce qui précède. Je vais prendre 3 exemples. Houellebecq. Il faut imaginer Houellebecq n'écrivant plus, j'espère que c'est une perspective pénible. Il y aurait 10 000 commentaires à faire sur cette seule phrase, j'en ferai d'ailleurs certains, et Becbédé enchaîne, tu es plutôt pour le progrès technologique, que penses-tu des utopies transhumanistes de Google? La transition n'est pas très bonne, pas très huilée, quoi. Ou bien,
Houellebecq, j'avais envie de dire, justement si, laissez-nous au moins le hasard. Il est en train de parler d'amour. Houellebecq parlant d'amour, le hasard dans l'amour. Splendide sujet pour discuter. Beigbeder, je n'arrive pas à savoir dans quel camp tu te situes. Tu es pour protéger l'humanité ou tu es favorable à une humanité augmentée? Bon. La transition la plus rude me semble résider dans l'annonce totalement inutile de la nouvelle rubrique dont je parlais tout à l'heure, alors que Beigbeder réagit initialement sur l'évocation du comique suisse Gaspard Proust, particulièrement apprécié par Houellebecq. Je cite Beigbeder d'abord. « Je te le présente quand tu veux. Ah, attention, c'est maintenant l'heure de notre nouvelle rubrique, la question d'Albert Camus. » Houellebecq, « Ah, j'écoute. » Beigbeder, peut-on imaginer Houellebecq heureux? Le « Ah, j'écoute » fait un pendant exact au « Nous t'écoutons » que Beigbeder avait adressé à Houellebecq lorsque celui-ci se préparait à aborder le contenu du projet politique, tout en le décrédibilisant par avance, en rappelant le magazine dans lequel il venait à être exposé. La mention d'Albert Camus et la comparaison de Houellebecq avec Sisyphe, parce que c'est ça en fait dont il est question, la question originelle, empruntée à l'essai Le mythe de Sisyphe, c'est « Peut-on imaginer Sisyphe heureux ?» Donc, cette comparaison et la mention de Camus tentent à la fois à accroître l'apparence nihiliste de l'écrivain et à lui donner les atours d'un forçat condamné à recommencer indéfiniment la même tâche, non dans une volonté de sortir du temps, mais dans un assentiment à son extrême répétition, dans un acte d'apparence absurde auquel la réponse de Houellebecq confère un sens éthologique. Je cite « Joyeux, ouais. Heureux, j'aurais tendance à dire que non. Le bonheur, il faut imaginer Houellebecq n'écrivant plus. J'espère que c'est une perspective pénible. » Mais pénible pour qui? Pour l'auteur lui-même ou pour le lecteur? La pierre que Sisyphe, alias Houellebecq le maudit de la littérature française du début du XXIe siècle, ne cesse de remonter sans jamais y parvenir, est tout entière concentrée dans sa tâche d'écrivain. Pour l'occasion donc, la dimension éthologique de la tâche contraint même l'auteur à parler de lui-même à la troisième personne, se désignant par son patronyme, il parle de lui-même en disant Houellebecq, comme s'il parlait de l'un de ses personnages. Mais, j'y reviendrai, il se fait que Michel Houellebecq est l'un des personnages de Michel Houellebecq dans le roman qui a eu le Goncourt 2010, La carte et le territoire. La scénographie d'ensemble pose certes Houellebecq en écrivain maudit, à l'instar des maudits de la fin du XIXe, mais joue dans le même temps sur des connotations et des évocations valorisantes. Outre les rires, parce qu'il y a plusieurs mentions de rire, les seules indications de type didascalique portent sur le ton gaullien de Houellebecq lorsqu'il évoque son projet politique et sa surdité relative aux protestations de son interlocuteur. L'écrivain s'inscrit sur un plan idéologique dans une lignée politique comprenant le général de Gaulle et l'un de ses plus fervents supporters, Michel Debré, auquel vient s'ajouter subrepticement Nicolas Sarkozy, qui s'est toujours déclaré gaulliste et qui suscite une réelle affection, selon les termes de Houellebecq, chez l'écrivain. De même, son inscription dans une lignée littéraire soucieuse de la portée politique de la littérature fait se conjoindre les écrivains ayant gravité autour de la revue L'Atelier du roman, dans les années 90, Philippe Muret, Francis Prodilis, Milan Kundera, Benoît Dutertre, mais aussi le couple Beigbeder-Houellebecq qui justement se sont rencontrés dans ces circonstances autour de ce groupe, mais aussi quelques figures que les comparses évoquent fugacement comme Albert Camus ou Théodore Fontane. Mais aussi les évocations suggestives de l'œuvre littéraire de Houellebecq entrent en ligne de compte comme un élément valorisant. Ainsi, en particulier, il est fait allusion au procès consécutif à la parution de La possibilité d'une île en 2008, roman qui a failli avoir le Goncourt. Je cite Houellebecq. « Tu crois que ça m'a amusé d'aller à un procès alors que je ne me suis jamais intéressé à l'islam? On doit pouvoir travailler sans être inquiété par la censure. L'interdit est une mécanique qui ne s'arrête jamais. » Mécanique qui ne s'arrête jamais, mouvement de Sisyphe. L'inlassable œuvre de l'interdit vient faire face, autre Sisyphe,
aussi qu'est l'écrivain. La seule différence est celle de la liberté, celle que Houellebecq apprécie chez l'humoriste Gaspard Proust. L'homme libre défendu par Houellebecq est-il, en ce cas, l'homme révolté de Camus ou bien juste un provocateur? Où se situe cette liberté, sinon dans une forme totalement assumée chez Houellebecq et considérablement redoublée par les interventions de Beigbeder, d'inconséquence, ou mieux, d'irresponsabilité. Donc en gros, ce que je suis en train de dire ici, sans doute de manière un peu provocatrice, mais tout de même, c'est que la responsabilité de l'écrivain confine à une certaine forme d'irresponsabilité. Toute la scénographie de l'entretien concourt à asseoir ce personnage inconséquent et irresponsable qui cherche pourtant à assumer pleinement sa responsabilité politique. L'on peut tout d'abord songer à la multiplicité des allusions à la cigarette. Houellebecq fume sans se soucier des conséquences, quitte à être taxé d'anarchiste ou de nihiliste. Il fume sans complexe, jusqu'à contraindre son hôte à passer toute la durée de l'entretien dîner, ou du moins c'est la mise en scène qui en est faite, à tenter de recueillir cette cendre pour qu'elle ne se dépose pas n'importe où, au point où ce détail devient une clé de compréhension explicite du cadre de l'entretien. C'est la présentation de Beigbeder. Pour bien situer le cadre de notre entretien, il vous faut imaginer un hôte qui tente sans cesse de rattraper au vol des paquets de cendres tombant sur la chemise ou dans l'assiette ou dans le verre de son invité. C'est très théâtral, presque cinématographique, c'est magnifique, mais j'y ajoute ceci, les cendres d'un écrivain sont sales, comme toutes les cendres, mais sont surtout des traces qu'il convient de recueillir pieusement. Et c'est un petit peu le rôle aussi de l'entretien, c'est recueillir la parole de l'écrivain. La singularité de Houellebecq va sans dire. Ici, elle est même elle est peut-être comprise et même inscrite dans son art de fumer. Je cite, « S'il est de notoriété mondiale que Michel tient sa cigarette entre l'annulaire et le majeur, l'on sait moins qu'il est rigoureusement incapable de faire tomber sa cendre en un objet prévu à cet effet. Je suis un ancien fumeur, je n'ai jamais pu tenir ma cigarette entre le majeur et l'annulaire, c'est très rare les gens qui font ça. Mais par ailleurs, ça lui donne d'autant plus cette allure à la Gainsbourg qui sera évoquée plus tard, c'est-à-dire qu'on donne des allures de déglingué, de génie à Houellebecq. De plus, la fragilité de l'écrivain est accentuée non seulement par l'évocation de son problème dentaire, que par les amnésies relatives au port du dentier ou d'autres anecdotes du même ordre. Je cite le Beigbeder. Il est toujours drôle et émouvant, même quand il a les cheveux collés sur le front et qu'il s'endort à table. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, en vis-à-vis, vous avez l'illustration parfaite de ses cheveux collés sur le front. Sauf qu'on comprend seulement à la fin de l'entretien pourquoi ils sont collés, mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle je reviens. Mais aussi, donc, les trois photographies qui illustrent l'entretien et qui parfois redoublent les anecdotes, comme c'est le cas des cheveux collés sur le front, bien qu'il a l'air un peu endormi, mais il a quand même les yeux ouverts. Bien que la clausule finale signée Beigbeder nous avertisse que ces trois photographies sont postérieures au dialogue et qu'elles relèvent intégralement d'une mise en scène de l'écrivain en tant que personnage, il y a là un phénomène de mise en scène du corps où l'on est confronté à une véritable caricature dès l'instant où, aux dernières lignes de la clausule, Beigbeder souligne le geste cosmétique du Goncourt 2010, alors que le lecteur n'a pu manquer en deuxième page le portrait aux cheveux collés, au visage luisant et peu amène. Je cite, « C'est à ce moment précis que notre cher photographe anglais Jocelyn Bain Hogg a sonné à la porte. Michel a alors sorti de son sac deux choses, une ampoule coup d'éclat, dont il a étalé le contenu sur son visage. Ça n'a pas bien marché. Et la chanson de Roland dont il a lu à haute voix un passage. » À cet égard, la confrontation du carnet photographique de l'entretien de Houellebecq avec les photos aguichantes de Rihanna constitue un complément de mise en scène. C'est à quelques pages d'intervalle qu'on a la gueule de Houellebecq, je ne vois pas d'autre terme que celui-là pour pouvoir la désigner, et donc, quand même, ce genre de choses, ce sont les antipodes les plus extrêmes qui soient.
juste séparés donc par des publicités. Donc, cette confrontation constitue un complément de mise en scène que Beigbeder souligne à sa façon dans son éditorial, pourtant intégralement consacré à la chanteuse, ainsi que dans son introduction à l'entretien, se permettant le jeu de mots oiseux à propos de son animal de compagnie, hein, la petite kokoschka, là. Je cite, « En outre, je précise qu'il s'agit d'une chatte, il s'agit de kokoschka, et, pardonnez cet humour vulgaire, bien sûr, il me semble qu'il y en a déjà suffisamment dans ce magazine. » Il est vrai que Rihanna, je n'ai pas scanné toutes les photos. Je l'avoue, je peux faire passer le truc après. Manière de dire que la laideur de Houellebecq, notamment avec la tête de repris de justice qu'il arbore en pleine page, puisse se poser comme une forme de rachat, presque une rédemption de l'exhibition obscène des charmes de la chanteuse, puisqu'il y a trop de chattes dans ce magazine. Et d'autres modèles, parce qu'il y a d'autres modèles, jalonnant les feuillages rapides du magazine. Les fesses et les seins de Rihanna s'inclinent devant la... Oui, j'ai pas pu m'en empêcher. Les fesses et les seins de Rihanna s'inclinent devant la puissance visionnaire de l'écrivain Houellebecq. Qu'il propose un projet pour la France ou qu'il prenne la pause, affublé de sa cigarette dans la grande tradition des écrivains du XXe siècle. Il est avec sa cigarette sur 2 des 3 photos, donc sauf la photo pleine page. L'écrivain, profondément enlaidi, notamment par l'addition de ses problèmes dentaires et de ses oublis, devient un curieux objet de contemplation, au point où Beigbeder interroge Houellebecq sur une éventuelle volonté de vouloir ressembler à Paul Léotot. Je cite, « Ton évolution physique n'est pas une tentative calculée de te faire une trogne à la Paul Léotot ?» Paul Léotot, dont la particularité en tant qu'écrivain est d'avoir une œuvre littéraire peu étendue et finalement peu reconnue, mais qui a cependant été redécouverte par son maniement exceptionnel du genre de l'entretien, radiophonique en l'occurrence. Les entretiens de Léotot ont créé une véritable légende autour du personnage, dont la vie et les relations constituent désormais un récit, secondé par la publication de son journal, un récit plus connu finalement que ne l'est son principal roman intitulé « Le Petit Ami ». J'ai toujours ressenti une immense tendresse pour cet auteur délicat, fatigué, qui ne prononce lentement que des phrases vraies, nous dit Beigbeder à propos de Houellebecq à l'orée de l'entretien. À la dimension fictionnelle de l'œuvre écrite correspond une certaine forme de vérité du discours. Mais ce discours transcende l'œuvre fictionnelle et le dialogue de l'entretien, puisqu'il se trouve conjoint, rendu commun. Les exemples empruntés à la fiction houellebecquienne viennent conforter ce qui relève avant tout du seul domaine de l'opinion, alors que ce qui relève de la réalité biographique semble, à l'inverse, venir conforter ce qui était exposé dans la fiction. Ainsi, lorsque Houellebecq évoque la mort de ses parents et de son chien, d'ailleurs il utilise un verbe très particulier, il dit « ça ne me satisfait pas ». La position de consommateur face à la mort, c'est très particulier, je trouve, mais passons. Donc, lorsqu'il évoque ces morts, c'est dans le contexte des particules élémentaires et de la possibilité d'une île. Ce dernier roman, dans lequel, justement, la réparation de la mort du chien est prévue par un système élaboré de clonage propre aux néo-humains qui peuplent le futur. Chaque fois que le chien de l'histoire meurt, comme chaque fois que son maître meurt d'ailleurs, un clone identique vient le remplacer aussitôt. L'œuvre fictionnelle se pare par conséquent d'une aura presque prophétique, alimentant la dimension tragique de l'œuvre et de la vie de l'écrivain, en jouant du ressort du destin qui s'est déjà joué, qui est déjà écrit. Houellebecq se met à coïncider avec lui-même sur plusieurs plans. La fiction romanesque devient assimilable à la biographie, censément réelle. L'un des attendus les moins explicites, mais parmi les plus fréquents en entretien, est en effet de vouloir confondre vie et œuvre, je l'ai dit tout à l'heure. Le fait que le chapeau de l'entretien pose Houellebecq d'emblée en prix Goncourt 2010 renvoie inévitablement au roman pour lequel ce prix a été attribué, La carte et le territoire. Dans ce roman, Houellebecq devient son propre personnage, selon un subtil mélange autofictionnel. Houellebecq est désigné comme l'auteur de tous les titres qu'il a lui-même publiés, les particules élémentaires, la possibilité d'une île, plateforme, etc., mais se retrouve sauvagement assassiné après avoir contribué par un texte au catalogue du peintre de fiction, lui,
Jed Martin, et avoir reçu de ce peintre son portrait où il est montré en tant qu'incarnation par excellence de l'écrivain. Or, le personnage qui a introduit Jed Martin au Houellebecq de papier n'est autre qu'un certain Frédéric Beigbeder, également de papier, présenté comme l'auteur d'un roman français ou de 99 francs, c'est-à-dire des livres qu'il a effectivement écrits, même si le premier qualificatif dont il est affublé est double. De manière très intéressante, il est qualifié d'écrivain et publiciste. Mais de surcroît, et là je vais me permettre de lire ce petit extrait qui vaut quand même aussi son pesant de cacahuètes, dans l'entretien, donc on voit Houellebecq associé, peut-être de loin, mais quand même associé à Camus dans une position donc, politique. Or, dans La carte et le territoire, l'une des premières apparitions de Beigbeder, c'est justement une apparition où il finit par être comparé à Sartre. Je cite. Par ses positions courageuses en faveur de la légalisation de la drogue et de la création d'un statut des prostituées des deux sexes, par celles plus convenues sur les sans-papiers et les conditions de vie des prisonniers, Frédéric Beigbeder était peu à peu devenu une sorte de Sartre des années 2010, ceci à la surprise générale, la mienne pour commencer, et un peu la sienne propre, son passé le prédisposant plutôt à tenir le rôle d'un Jean Edernalier, voire d'un Gonzague Saint-Brie. C'est vache, hein? Oui. Mais apparemment, ça n'a pas eu de conséquences sur leur amitié. Or, dans La carte et le territoire, Houellebecq est présenté par lui-même donc Houellebecq personnage est présenté par lui-même dans toute sa faiblesse. Par exemple, il n'ose pas tondre la pelouse parce qu'il a peur de se faire couper les doigts par les lames de la tondeuse. Mais aussi dans toutes les contradictions auxquelles le contraint son métier. Ainsi, son interlocuteur, Jed Martin, le pousse à se révéler alors que le Houellebecq personnage s'engage dans une exposition de sa vie sans doute trop proche de la toile de fond du roman Plateforme. Alors, donc en fait, je vais citer, tout le début, c'est vraiment une reprise du personnage, de la vie du personnage principal du roman Plateforme, mais que le personnage Michel Houellebecq dans La carte et le territoire semble s'attribuer et qui va être donc dégoupillé par Jed Martin. Je cite. Depuis début avril, dit le personnage Michel Houellebecq, je vais en Thaïlande et j'y reste jusqu'à la fin août. Début de journée 6 heures, fin de journée 6 heures, c'est plus simple, équatorial, administratif. Il fait une chaleur à crever, mais la climatisation marche bien, c'est la morte saison touristique. Les bordels tournent au ralenti, mais ils sont quand même ouverts et ça me va. Ça me convient, les prestations restent excellentes ou très bonnes. Réponse de Jed Martin, là, j'ai l'impression que vous jouez un peu votre propre rôle. Réponse, oui, c'est vrai, convainc Houellebecq avec une spontanéité surprenante, ce sont des choses qui ne m'intéressent plus beaucoup. À l'instar de ce qui a lieu dans La carte et le territoire, où Houellebecq se fait jouer son propre rôle et où, partant, il fait jouer son propre rôle à Beigbeder, tout en essayant de faire émerger par la fiction une vérité qui se tapit sous le personnage public, puisque le personnage public de Houellebecq est associé à la prostitution en Thaïlande, etc., depuis le roman Plateforme, l'entretien permet au directeur de lui de prolonger la mise en scène autofictionnelle de Houellebecq par Houellebecq, et ainsi, la description de la perception de Houellebecq par Jed Martin renvoie ultimement, et l'anticipant d'un peu moins de 4 ans, puisque ce roman date de 2010, à la question camusienne posée par Beigbeder dans l'entretien, peut-on imaginer Houellebecq heureux, et à laquelle Houellebecq éprouvait des difficultés à répondre. Je cite de nouveau La carte et le territoire. Il y avait dans la voix de l'auteur des particules élémentaires quelque chose que Jed ne lui avait jamais connu, qu'il ne s'attendait pas du tout à y trouver, et qu'il mit du temps à identifier, parce qu'au fond, il ne l'avait plus rencontré chez personne depuis pas mal d'années. Il avait l'air heureux. Peut-on imaginer Houellebecq heureux? Un personnage issu de l'imaginaire de l'écrivain, lui-même, le peut, sans doute. Jed Martin le peut, même s'il paraît, après avoir peint le portrait de Houellebecq, le portrait s'appelle Michel Houellebecq, écrivain, s'être détourné de la facture hyper réaliste de sa série des métiers. Puisque, en fait, donc, il peint des personnalités qui incarnent chaque fois un métier particulier. Enfin, pas que des personnalités d'ailleurs.
Je cite le roman. C'est Jane Martin dont il est question, il rompt difficilement avec la pratique des fonds réalistes caractéristiques de son œuvre, et on sent que cette rupture lui coûte beaucoup d'efforts, qu'il s'efforce par différents artifices de maintenir autant que faire se peut l'illusion d'un fond réaliste possible. Frédéric Beigbeder semble également pouvoir rendre Houellebecq heureux sur le plan de l'imaginaire, même si le Goncourt, dans l'entretien, semble difficilement y sentir. Son bonheur réside peut-être dans le fait d'avoir pris sur ses épaules un rôle de composition où Michel Houellebecq devient un véritable personnage de fiction. Dans le roman, au cinéma ou dans l'entretien aussi bien, supplantant définitivement le très réel Michel Thomas qui jouait dans les films qu'il réalisait lui-même à la fin des années 70 et au début des années 80 sous le nom encore Michel Thomas, avant la prise du pseudonyme. Et ce faisant, rendant toutes les frontières entre réalité et fiction caduques. Je fais une relativement brève conclusion quand même. Plus avant qu'un entretien qui donne à l'œuvre publiée des extensions, lorsqu'on apprend des détails sur un personnage, par exemple, qui ne sont pas consignés dans les romans. L'usage de l'entretien peut parfois servir de tremplin à l'extension du monde fictionnel, au point où le monde réel, les faits biographiques, les singularités des auteurs se fictionnalisent. En ce sens, à l'instar de ce qui constituait, durant l'Ancien Régime en France, le double corps du roi, scindé entre la personnalité publique, le plus souvent sur le devant de la scène, et la personne humaine dans toute sa faiblesse d'humain. L'écrivain peut aujourd'hui, en cette époque où l'autofiction et l'autobiographie s'imposent comme des genres dominants en littérature, compter sur un triple corps. Un corps réel, qui est inconnaissable par le lectorat, un corps médiatique, et, le cas échéant, un corps fictionnel, susceptible d'articuler les corps médiatiques et réels. Ainsi, l'entretien en tant que genre discursif récupéré par les écrivains peut devenir le point de jonction des trois corps et prétendre à une forme de littérarité, puisqu'il devient essentiel pour faire le pont entre ce qu'est Michel Houellebecq et ce qu'est le personnage Michel Houellebecq, par exemple. L'entretien de Beigbeder avec Houellebecq participe donc pleinement de ce phénomène où, pour contourner la crudité de l'exposition aux médias ou par les médias, il s'agit de pousser la logique de la posture dans ses derniers tranchements, jusqu'à la démultiplication des instances narratives. Démultiplication entre les différents corps de l'écrivain en présence, entre les différents pairs en présence, Beigbeder, Houellebecq, puisqu'ils jouent eux-mêmes donc du personnage, etc., mais du personnage que chacun est aussi, même si c'est de manière purement allusive. Cet entretien vient en effet de surcroît et en quelque sorte répondre aux vœux que formulait Émile Zola dans un entretien accordé au Figaro en 1893, à savoir, seuls les écrivains devraient être autorisés à interviewer d'autres écrivains. Sans doute parce que cela leur permet de reprendre une pleine maîtrise auctoriale sur le discours censément informatif de l'entretien, et peut-être a fortiori quand les écrivains en question sont amis, mais aussi d'insuffler à ce discours de l'entretien la part d'imaginaire qui lui fait souvent défaut. N'est-ce pas, finalement, la fiction qui dit la plus grande part de vérité? N'est-ce pas l'écrivain en tant qu'auteur de fiction qui représente le plus grand danger contre l'ordre établi et donc qui porte sur ses épaules un rôle politique en dépit du fait qu'il est baigné dans l'imaginaire? Voilà. Je vous laisse sur ces questions. Et je vous remercie de votre attention.